Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue sur Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Je suis Seth, l'un des cofondateurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Damien Pi, un jeune entrepreneur plein d'énergie et très inventif qui a décidé de faire du Made in France. Il revient sur ses envies de liberté, sa soif de connaissances et nous partage sa vision de l'entreprise. C'était un échange très pétillant que je vous invite à découvrir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Damien Pi, un jeune entrepreneur courageux qui, avec son associé, a décidé de répondre à une question épineuse, le lave-vaisselle dans un petit appartement. Avec son associé, Antoine Fichet, ils ont eu beaucoup de succès au CES de Las Vegas en 2019. Aujourd'hui, leur lave-vaisselle compact, pour ne pas dire miniature, parce qu'il faut souligner que c'est un objet déco, se vend partout en France et à l'étranger. Mais il nous expliquera mieux comment. Bonjour Damien, et bienvenue dans Entrepreneur Café. Bonjour Seth, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous pitcher Dantec ? Alors Dantec, c'est une entreprise créée il y a maintenant quasiment 6 ans. Et notre mission, c'est, en fait, au départ, c'est pas forcément fabriquer de la lave-vaisselle, c'est fabriquer en France des produits. Pourquoi ? Parce que quand on s'est lancé, on était un petit peu la génération, mon associé et moi, la génération Made in China, c'est-à-dire qu'on a grandi avec des produits qui étaient uniquement importés. Et il se trouve que mon associé avait eu cette idée de petit lave-vaisselle en 2009, donc il y a quand même assez longtemps. Et en 2015, on se rencontre à la BPI, la Banque publique d'investissement. Moi, j'étais en stage et lui était en alternance. Et voilà, on parle à l'époque, on était tous les deux assez branchés entrepreneuriat. Et en 2016, lui, il me contacte en disant « Tiens, je souhaiterais lancer mon entreprise et tout, qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je voulais aussi lancer mon entreprise dans le hardware. Je voulais fabriquer des choses parce que j'ai une formation d'ingénieur. Et ce qui me motivait, c'était vraiment en fait faire des choses concrètes et techniques. Et du coup, lui, il me dit « voilà, tu te souviens de mon idée de petit lave-vaisselle, est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, je me dis « ouais, pourquoi pas, ça a l'air plutôt simple. Enfin, je veux dire, c'est une carte électronique avec 4 moteurs, pourquoi pas ?» Donc techniquement, j'y voyais pas trop de complexité, en tout cas à l'époque. Et voilà, sur la partie marché, au départ, j'étais un peu mitigé. Et puis en rentrant chez moi, je vois la vaisselle qui traîne dans l'évier et je le rappelle et je dis il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc tout est parti de là. On n'aurait jamais imaginé, en fait, moi, il y a 7 ans, ça fait 6 ans qu'on existe, j'aurais jamais imaginé fabriquer des lave-vaisselle puisque on va dire à la base j'ai une formation électronique et informatique. Et puis voilà, c'est né de cette volonté commune de fabriquer en France des produits. Donc c'est de l'opportunisme, si on peut dire. Oui, on peut dire ça. En fait, alors j'aime bien le mot opportunisme et c'est vrai en fait, c'est que pour moi l'opportunisme c'est la qualité première de l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur en fait, c'est un peu la main visible d'Adam Smith, c'est-à-dire c'est la personne qui fait le lien entre le marché, c'est-à-dire ce que veulent les gens et l'état de l'art. Et donc nous en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié un marché. Donc ça c'est mon associé qui l'avait identifié en 2009 parce que il cherchait un petit lave-vaisselle pour son appartement et ça n'existait pas. Et la technique, l'état de l'art, c'est-à-dire que on a transformé pour ma partie au départ, puisque j'étais directeur technique quand j'ai commencé, et ensuite on a structuré une équipe d'ingénieurs pour développer le produit. On a transformé cette idée-là, ce besoin marché, en un produit pour y répondre. Eh bien, bravo. En tout cas, faut réussir à se projeter sur ce type de produit parce que fabriquer un lave-vaisselle, c'est comme fabriquer tout type d'électroménager. C'est vrai qu'on se dit qu'on est en face de géants chinois qui font tout à tour de bras. Et vous vous êtes dit, on va fabriquer Made in France, on va fabriquer un lave-vaisselle. Et en plus de ça, on va fabriquer un lave-vaisselle pour une niche parce que si je comprends bien, le lave-vaisselle, aujourd'hui, il est acheté par des personnes qui ont des petits appartements ou des personnes qui, au final, vont se retrouver à 2 ou tout seuls et qui ont besoin non plus d'un grand lave-vaisselle, mais un tout petit. C'est ça. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que de façon générale, c'est préférable de commencer par une niche pour ensuite faire du mass market. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est sur un marché de niche, on n'inquiète pas les gros fabricants. C'est-à-dire, par exemple, Facebook, quand ils ont commencé, c'était de la niche. C'était un réseau social pour les étudiants des universités de l'Ivy League. C'était pas du tout un truc mass market. Et en fait, l'intérêt de faire quelque chose de niche, c'est qu'on est assez tranquille, en fait, pour développer sa niche parce que ça inquiète personne. Et en même temps, une niche, c'est très peu concurrentiel, c'est assez facile à attaquer. Et donc, nous, c'est quand même une niche qui est assez importante et qui répond à un réel besoin parce que, Bob, c'est vrai que c'est un petit lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle miniature, mais on met quand même beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire, on met 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses, 2 bols, 2 verres, les couverts, une casserole, un plat. Enfin voilà, pour 1 à 2 personnes, on met quand même pas mal de choses.
et c'est pas un jouet. Enfin, je veux dire, c'est un vrai lave-vaisselle. Il y a tous les composants d'un vrai lave-vaisselle et du coup, ça coûte le prix d'un vrai lave-vaisselle parce qu'il y a tout d'un vrai lave-vaisselle dedans. C'est un vrai lave-vaisselle. Ce qui le différencie, en fait, c'est pas tellement la taille, parce que on va dire, il y a des produits concurrents qui existaient déjà à l'époque en Asie qui faisaient à peu près la même taille que Bob. C'est en fait l'usage. Nous, on a repensé l'usage pour l'adapter à un besoin qu'on avait identifié, c'est-à-dire que les petits appartements, notamment par exemple à Paris ou dans les autres grandes villes, en fait, ils n'ont pas la place pour un lave-vaisselle et la seule place qu'il y a de disponible, c'est l'égouttoir à côté de l'évier. Donc nous, on a conçu un appareil qui mesure que 34 cm de large, ce qui permet de le mettre sur l'égouttoir. En fait, le cahier des charges du Bob, c'était faire un lave-vaisselle qui tienne sur l'égouttoir, premier point, et deuxième point, faire un lave-vaisselle sans arrivée d'eau. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les petits appartements, il y a une arrivée d'eau, mais pour le lave-linge, et comme on est locataire, on peut pas percer le plan de travail pour la faire passer pour alimenter un lave-vaisselle. Donc, on a fait un lave-vaisselle autonome, c'est-à-dire qu'on remplit un réservoir comme une machine à café, sans arrivée d'eau. Excellent. Moi, j'adore l'idée. J'aime bien ce type d'ingéniosité simple qui, au final, sont extrêmement techniques. S'il y a une chose que j'aime, c'est la simplicité, parce que réussir à atteindre la simplicité, c'est extrêmement compliqué. Mais du coup, ça titille ma curiosité et j'aimerais bien que tu me parles de toi. Qui es-tu? D'où tu viens? Quelle est ta formation? Qui es-tu, Damien? Alors effectivement, je m'appelle Damien, j'ai 27 ans, célibataire sans enfant, parce que start-upper, on n'a pas trop le temps. En fait, je suis né en Argentine, je suis arrivé en France au début des années 2000. J'ai fait un lycée SI à Orange. À l'époque, en fait, je faisais des robots quand j'étais au lycée. Donc j'avais fait un robot en fait qui était piloté par Wi-Fi. Alors c'était en 2011 et à l'époque c'était assez innovant. Voilà, c'était avec l'ancêtre du Raspberry Pi, ça n'existait pas à l'époque. Donc c'était assez innovant et en fait avec ça je m'étais dit en fait je suis créatif et j'ai envie de vivre de mes créations. C'est-à-dire que créatif sur la partie technique, voilà, je sentais que j'avais une âme à inventer des choses. C'est vraiment ce qui me plaît en fait, créer des choses. Mais je voulais pas me retrouver dans un grand groupe à faire des choses barbantes qui m'intéressent pas, etc. Et du coup, en fait, je voulais avoir la liberté de pouvoir choisir ce sur quoi je travaille. Et donc, pour choisir ce sur quoi je voulais travailler, je me suis orienté vers du commerce pour pouvoir créer mon entreprise. Donc, j'ai fait une prépa commerciale. Je suis rentré en école de commerce à Paris, à l'ESCP. Et là, en fait, c'est vrai que ça me manquait quand même la partie technique. Donc, j'ai repassé en admission parallèle le concours de Centrale Supélec. Et je suis rentré à Supélec, voilà, pour faire de l'électronique, parce que moi, c'est ce qui me plaisait vraiment. En parallèle de ça, à l'époque, parce que c'était assez à la mode, j'ai fait un diplôme en intelligence artificielle. Donc, preuve que l'informatique mène à tout, puisqu'aujourd'hui, je fais des lave-vaisselle. Et en fait, je me suis lancé, du coup, en 2016, donc en parallèle de ma dernière année d'études, sur le projet Bob, en fait, tout simplement. J'ai rencontré Antoine en stage et voilà, à l'été 2016, on a dit qu'on se lançait. Et on a constitué un dossier en fait pour un concours. Il y avait 10 000 euros à gagner à l'époque. Du coup, voilà, on a constitué le dossier, on a créé l'entreprise et tout est parti de là. Donc, j'ai passé la dernière année à travailler sur les premiers prototypes. Donc, à l'époque, en fait, on cherchait un moyen innovant de laver la vaisselle. Donc, on était parti sur un lave-vaisselle à ultrasons. Donc, j'ai passé un an dans une cave avec Antoine à développer des trucs à ultrasons et tout. Voilà, ce qu'on appelle la cavitation. Donc, en fait, on faisait vibrer un transducteur, ça s'appelle à 40 kHz, donc 40 000 fois par seconde. Et ça crée des bulles en fait dans l'eau à cette fréquence-là, et ces bulles-là venaient décoller la saleté. Donc ça, c'était un truc un peu innovant qu'on avait développé pour le Bob. Et après ça, en 2017, j'étais diplômé. 2018, une fois que j'avais été diplômé, on est venu en Vendée pour fabriquer le Bob chez S20 Industries qu'on avait rencontré à l'été 2017. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'en fait, on allait les voir à l'époque. Moi, j'étais en stage dans Dantec parce que à l'époque, en fait, tout ce qui était école d'ingé, c'était moins, on va dire, ouvert sur l'entrepreneuriat qu'aujourd'hui. Et du coup, en fait, ils obligeaient quand même à faire un stage, même si tu avais créé ta boîte. Et du coup, en fait, je m'étais retrouvé à devoir faire un stage dans ma propre boîte. Pour valider mon diplôme. Et ça a été accepté? Ça a été accepté, ouais. En fait, on va dire je disais en introduction que être entrepreneur c'est opportuniste, mais il y a un peu aussi le côté fake it until you make it, dans le sens où faut savoir gruger. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait 2 stages en même temps. Alors, je me suis jamais posé la question si c'était légal ou pas d'ailleurs, mais en fait, en gros, j'avais négocié, pour valider mon diplôme, je devais faire un stage avec un labo de R&D. Donc, j'ai fait un stage avec l'ENS Cachan en intelligence artificielle pour détecter les images qui ont été falsifiées, qui ont été photoshopées, si tu veux. Donc, j'avais négocié en fait avec mon tuteur de stage de travailler 3 jours par semaine, de faire mes 35 heures sur 3 jours. Du coup, ça me laissait 2 autres jours plus le week-end pour bosser sur ma boîte. Incroyable. Bravo. Bravo d'être venu à bout de ça déjà. On a réussi, alors ça a été quand même une belle aventure collective, puisqu'en fait on a commencé en parallèle en 2017 avec Jingwei,
qui était lui pareil en dernière année des arts et métiers, qui a été notre premier stagiaire avec qui on a fait toute la partie design de Bob. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable puisqu'on a fait ça dans la cave du Café Fauve, donc le café de la copine de mon associé, au Tech Shop, donc c'était un Fab Lab Laura Merlin à Ivry. Donc là, on a fait les premiers protos. À l'été 2017, on allait voir S20, qui était l'ancienne usine de Fagor-Brandt, la dernière usine en France à fabriquer des lave-vaisselle. C'est pour ça qu'on allait le voir. Et à l'époque, en fait, j'avais rencontré Nicolas Ravalec, qui nous a rejoint depuis comme troisième mandataire social. Donc on est 3 dirigeants aujourd'hui, Antoine, Nicolas et moi. Et en fait, au départ, on voulait que eux, ils fabriquent le Bob, sauf qu'on n'avait pas d'argent. Donc on est allé chez eux en janvier 2018 pour avancer sur le développement du produit. On a passé 1 an à louer leurs locaux et on était rejoint à ce moment-là par Sweb, Kautar et Hugo en stage, donc sur les parties mécaniques et électroniques. On a développé le Bob V5, enfin V6 même, donc la 6e version du Bob qui ressemblait vraiment au produit final et qui était prête à être industrialisée. Et on l'a lancé en précommande le 8 octobre 2018. Et en fait, le 8 octobre, ça a fait un carton. On a vendu en 1 mois 6000. À 200 €, ça faisait à peu près 1,2 million d'acompte client. Donc de suite, là, on a changé de dimension parce qu'autant avant, les gens nous considéraient comme des entrepreneurs pauvres, en mode, les gens nous prenaient pas au sérieux, quoi. Ils nous disaient, bon, les petits jeunes, trouvez un boulot, laissez-nous tranquilles. De toute façon, la vaisselle, c'est 3 millions d'euros, donc arrêtez de rêver, vous avez pas l'argent. De toute façon, vous êtes au RSA, donc voilà. On était vraiment pris de haut. Et du jour au lendemain, en fait, avec 1,2 million sur le compte, forcément, le regard des gens change. Forcément, les écoute plus. Exactement. Et du coup, là, S20 a commencé à vouloir travailler avec nous parce que on avait l'argent et du coup ils se sont dit tiens, un client solvable. Sauf qu'en fait, ils ont déposé le bilan en avril 2019. Donc quelques mois après nos précommandes, et donc là ça a été encore une énorme aventure puisque il a fallu qu'on monte notre usine en partant de zéro. Une fois que S20 était liquidé, donc une partie des salariés nous a rejoint, la partie bureau d'études qui avait bossé sur Bob, et on a set up notre usine pour commencer la production du Bob en novembre 2020. Et vous n'aviez pas du tout commencé avec S20 du coup à l'époque, donc vous n'aviez pas encore livré les premiers clients? Non, en fait c'est pour ça qu'on a eu 1 an de retard parce que on a vraiment tout eu. C'est-à-dire qu'on a eu le dépôt de bilan de S20 et ensuite il y a eu le Covid. Du coup, ça plus ça, ça fait 6 mois le temps, à suite du dépôt de bilan de S20, le temps de trouver de nouveaux locaux, set up une ligne, recruter des gens et tout, ça a pris 6 mois. Et ensuite, le Covid, ça a quand même tout perturbé pendant 6 mois. Toutes les boîtes ont fermé pendant 1 mois pendant le premier confinement. Voilà, donc ça a quand même tout assez fortement perturbé. Et ça explique aussi qu'on a eu 1 an de retard au final sur la date de livraison. Et ce qui est incroyable, c'est que quand même vous avez réussi à tenir le bout et à traverser toute cette période sans... Enfin, je sais pas si c'est sans inquiétude, tu vas me le dire, mais j'ai l'impression que finalement, vu que vous aviez les clients derrière vous, vous saviez qu'à la sortie du Covid, vous en sortiriez forcément. Oui et non. En fait, nous, on s'est dit, en gros, ce qu'on a fait, c'est que l'argent des précommandes, on l'a mis sur un compte séquestre. Et on s'est toujours dit, si on n'a plus d'argent, en gros, qu'on n'a plus de quoi payer les frais de fonctionnement de l'entreprise, on rembourse les clients et on arrête. Et il y a vraiment, je me souviendrai toujours au moment où on allait faire la levée de fonds et tout, en décembre 2018, la levée de fonds, elle avançait pas, etc. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on arrête et qu'on rembourse les gens? Puis j'ai persévéré, je me suis dit, on va prendre le risque. Et heureusement, on a réussi. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression, que piloter une boîte, c'est un peu piloter un avion, tu vois. Des fois, tu sens que tu te rapproches du sol et tu dis, alors là, c'est le moment où il faut que ça redécolle parce que sinon, c'est fini pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est assez, être entrepreneur, clairement, c'est fort en sensation. Faut bien aimer ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime bien l'adrénaline, donc ça me plaît beaucoup. Mais entre guillemets, c'est quelque chose qui est très éprouvant parce que entre guillemets, quand je prends l'image de l'avion où tu te rapproches du sol, tu le vis vraiment, quoi. Donc en termes de pression et on va dire de stress, faut être capable d'encaisser. Mais derrière, en fait, ce qui fait qu'on tient, c'est qu'en fait, on voyait la satisfaction qu'on pouvait apporter à nos clients. C'est-à-dire que moi, depuis le début, et je les en remercie, vraiment, je remercie les 6000 personnes qui ont précommandé et depuis nos 35 000 clients, c'est qu'en fait, à chaque fois, les gens étaient vraiment à fond. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, mais c'est trop bien, vivement que je le reçoive, j'en peux plus de faire la vaisselle, vivement que j'ai Bob et tout. Vraiment, c'était incroyable. Il y a même des gens qui avaient fait des mèmes sur nous en mode, je sais pas, où ils nous comparaient à Apple. Ils disaient, l'iMac du lave-vaisselle, nous on a fait Bob. En France, on n'a pas d'idée, mais on a des Bob. On n'a pas de pétrole, mais on a des Bob. C'est quand même une consécration. Exactement. Franchement, parce que je veux dire,
enfin voilà, quand on se lance et tout, généralement on se rémunère pas et tout, ce qui était notre cas. Sans ça, c'est dur de tenir. Enfin, clairement, moi je tiens à remercier nos clients parce que c'est grâce à eux qu'on a tenu. Et c'est pas financier, je veux dire, c'est surtout moral. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on reçoit des messages, voilà, de gens qui envoient au SAV, j'ai reçu mon Bob, c'est trop bien, merci beaucoup et tout. Voilà, c'est ça qui fait qu'on se lève tous les matins. Parce que c'est ça qui motive. Je veux dire, bon après il y a l'aspect financier et tout, mais entre guillemets, nous on n'est pas sur une activité extrêmement rentable, donc ce qui fait qu'on se lève tous les matins et que voilà on est une équipe et tout à le faire, c'est parce qu'il y a ce côté de donner du bonheur aux gens. Enfin je veux dire, on apporte de la simplicité et du bonheur aux gens. Quand je vois la satisfaction des clients, honnêtement c'est vraiment ce qui me motive tous les jours. Et est-ce que tes proches et ta famille croyaient en ce projet dès le départ? Absolument pas. C'est-à-dire que ma mère elle me disait de trouver un vrai boulot, d'arrêter avec ça et tout, que je perdais mon temps. Et même aujourd'hui, elle me dit que je perds mon temps à vendre des lave-vaisselle. Elle me dit oh, regarde Elon Musk qui fait des voitures, tu devrais faire une voiture à hydrogène, etc. Qu'est-ce que tu fais des lave-vaisselle? Tu perds ton temps, t'as mieux à faire de ta vie. Bon, voilà. Tu vends la Tesla des lave-vaisselle quand même, faut le dire. Exactement. Non, mais après, c'est vrai que je veux dire, on est sur un truc qui fait pas forcément rêver. Enfin, je veux dire, tu vois, on apporte de la satisfaction aux clients, mais on change pas foncièrement le monde. Enfin, tu vois, on essaye de changer le monde à notre échelle en faisant des produits qui respectent l'environnement, qui procurent voilà, du plaisir à les utiliser, de la joie. Enfin, clairement, nos produits sont quand même vachement sympas et quand tu utilises tous les jours, c'est vrai que tu reviens pas en arrière. Tous les gens qui utilisent un Bob, aujourd'hui, ils nous disent qu'ils peuvent plus s'en passer. C'est vraiment un peu comme le smartphone, c'est-à-dire que tant que tu l'as pas, tu dis que tu peux vivre sans, mais c'est comme si aujourd'hui on te disait que tu devais retourner au Nokia 3210. Ça sera un petit peu compliqué. Le Bob, c'est pareil. Mais après, foncièrement, voilà, c'est pas quelque chose qui va sauver l'humanité au sens, c'est une nouvelle source d'énergie, ça va sauver la planète. Non, c'est plus, on est dans une démarche de réduire l'empreinte environnementale des produits électroménagers et de contribuer à la relocalisation d'activités. Moi, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. C'est prouver qu'on peut fabriquer en France des choses. Et ça, en fait, c'est ce qui nous motive tous, ce côté Made in France, se dire, voilà, en France, on est capable de fabriquer des produits grand public que tout le monde utilise et de les exporter. Et ça, c'est quelque chose qui est très valorisant. C'est extrêmement important. Nous, on aborde régulièrement ce sujet dans Entrepreneur Café et je me souviens encore de l'épisode avec Denis Père qui nous parlait de la relocalisation de l'industrie. Je pense que c'est un vrai sujet et que c'est courageux de vous y être mis. Ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus. De voir que ça se concrétise et de voir que ça crée de l'engouement, moi, ça me fait extrêmement plaisir et je suis sûr que ça va prendre. De toute façon, vous arrivez à avoir du financement. Et d'ailleurs, parlons de financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer un projet tel que celui-là? Alors déjà, il faut de la folie avant d'avoir du financement. Parce qu'en fait, quand on vous dit qu'en gros, quand vous commencez à regarder un lave-vaisselle et tout, plutôt on vous dit il faut 3 millions d'euros, généralement, les gens, ils s'arrêtent là en se disant, ouais, bon, je suis au RSA, 3 millions d'euros, bon, comment faire? Comment dire? Surtout que mon associé et moi, je veux dire, on vient d'un milieu ouvrier, nos parents ont pas le bac, aucun de nos parents a le bac, à mon associé à moi, enfin, je veux dire, voilà. Vous leur avez fait peur avec vos idées, sûrement. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, nous, clairement, nos parents, ils nous disaient de trouver un job stable, un CDI, et d'arrêter de vouloir fabriquer des lave-vaisselle, quoi. Et surtout, enfin, ils pouvaient pas nous aider financièrement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on est allé, on a frappé à toutes les portes. Enfin, voilà, on est vraiment allé avec notre bâton de pèlerin, frapper à toutes les portes. Et il se trouve que, on a commencé à avoir une première aide de la BPI. Donc la Banque publique d'investissement, c'était 30 000 € à l'époque, ça s'appelait la bourse French Tech, et je pense que ça existe encore. Donc c'était une subvention qui permettait de faire la faisabilité de projets innovants. Et donc avec ces 30 000 premiers euros, on a porté tous les deux toutes nos économies, 10 000 € à l'époque, voilà, 50-50 à peu près. Et avec ça, on a pu aller chercher l'aide de la BPI, donc 30 000 € en subvention versée en 2 fois, qui nous ont permis d'acheter des imprimantes 3D, faire des prototypes de cartes électroniques et tout. Mais en plus, comme on avait zéro expérience, on s'est un petit peu fait escroquer au début, c'est-à-dire qu'on est tombé sur des consultants bullshit qui ont rien fait. Enfin voilà, c'était une perte de temps où on a payé 10 000 € pour avoir 4 slides et ça n'a pas fait avancer les choses du tout. C'est pour ça aussi aujourd'hui, je dis d'être très précautionneux avec les consultants, dans le sens où généralement on n'en a pas besoin. Clairement, pour moi aujourd'hui, une start-up qui bosse avec des consultants, j'investirais pas dedans parce qu'elle crame son argent pour rien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce que j'ai appris aussi, c'est que vaut mieux apprendre à faire. Voilà, vaut mieux apprendre à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent si on fait soi-même. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils savent pas mieux faire que nous, sauf que ça coûte 10 fois plus cher. Donc en fait, on se retrouve à payer quelqu'un qui sait pas ce qu'il faut faire pour apprendre à le faire.
et ça nous coûte 10 fois plus cher que nous parce que nous en fait au final on n'a pas besoin de beaucoup de ressources et on n'est pas forcément plus bête. Enfin je veux dire on est tous les deux un bac+5. Je veux dire payer quelqu'un qui a aussi un bac+5 pour apprendre quelque chose dont il connaît absolument rien, c'était complètement contre-productif. Et donc aujourd'hui, je suis là à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses, moi je me dis on préfère apprendre nous, donc je préfère investir sur la formation de notre équipe que externaliser. Dans la mesure du possible, j'externalise le moins possible. Très bien, ça c'est une belle leçon. Je pense qu'effectivement quand on veut innover, il y a des secteurs où quand on ne sait pas, effectivement, faut s'appuyer sur quelqu'un qui sait le faire. Genre dans la comptabilité, je suppose que vous faites pas du coup votre comptabilité vous-même. Si. Si. Ah bien. Si on fait tout en fait. En fait, vous êtes une agence dans la boîte. En fait, on a vraiment tous les départements. On a bureau d'études, marketing, compta, logistique, R&D. On fait tout. Ouais. Alors après, c'est une personne par département, mais on a tout internalisé. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que déjà de un, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait, souvent, tu vois, quand tu veux innover, en fait, quand tu vas voir les bureaux d'études ou les trucs et tout, ils innovent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire que des trucs qu'ils savent déjà faire. Et en fait, moi, même quand on est allé voir S20 à l'époque, j'ai beaucoup galéré entre guillemets parce que tu vois, moi, j'y suis allé avec plein d'idées nouvelles. Tu vois, par exemple, l'ouverture de la porte, enfin plein de choses, les ultrasons, l'écran couleur et tout, le design, tu vois, avec le hublot et tout. Alors par exemple le hublot, ça sert à rien, c'est une fonction esthétique, ça permet de voir la vaisselle à travers et tout. Et en fait, si tu forces pas les gens, les bureaux d'études à faire des choses innovantes, si tu le fais pas toi entre guillemets, les gens ils font que ce qu'ils ont fait depuis toute leur carrière. Donc en fait, si on était allé voir S20 qu'on leur a dit faites-nous un mini lave-vaisselle, ils auraient fait un cube blanc plus petit, mais voilà, c'est tout quoi. Ils auraient fait un petit lave-vaisselle, stricto sensu. Là où nous, en fait, fallait qu'on innove. Et c'est pour ça que j'ai toujours tout internalisé, parce que plus tu internalises, plus tu as la maîtrise, plus tu vas vite aussi, parce que quand tu es en interne, entre guillemets, tu parles plus facilement qu'avec des boîtes externes sur lesquelles tu as des contrats, de la négo et tout. Et en plus, ça coûte moins cher parce qu'une boîte externe, à chaque fois que tu veux changer quelque chose, faut repayer, faut renégocier, etc. Alors qu'une boîte interne, c'est juste du temps. Tu dis, faut un mois de plus ou une semaine de plus pour ajouter telle fonction. Go, hein, c'est pas grave. Hein. Vu sous cet angle, effectivement, ça me convainc. C'est très bien, c'est beaucoup de courage, je trouve. Et il y a combien d'employés dans ce bateau ? Là, aujourd'hui, on est une petite cinquantaine, enfin, on est moins d'une cinquantaine. On est 40 en Vendée, 5 à Paris, 1 en Corée. Bientôt, sans doute, une aux États-Unis. Donc voilà, nous, on continue à se développer assez fortement. Avec cette volonté entre guillemets de vraiment monter en compétences tous et d'être multicasquette. En fait, c'est d'ailleurs ce que recherchent beaucoup de gens, moi le premier, c'est-à-dire que en fait aujourd'hui la plupart des jobs dans les grosses boîtes, c'est des trucs ultra spécialisés, donc ultra ennuyeux. Parce qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose. Et en fait, nous, ce que les gens aiment bien, c'est que tu as de l'évolution. C'est-à-dire que tu peux faire plusieurs choses en fonction des besoins de la boîte. Par exemple, Léo, qui est aujourd'hui en Corée, on l'avait recruté au départ en stage pour bosser en R&D sur les recettes du lave-vaisselle, donc les programmes de lavage. Et ensuite, il nous a aidé sur la partie Amazon, maintenant sur la Corée. Enfin voilà, et en fait, tout le monde est multicasquette. Carole, pareil, on l'avait embauchée comme traductrice japonais. Et aujourd'hui, c'est elle qui gère le e-commerce. Enfin voilà, je veux dire, en fait, on est tous multitâches et en gros, en fonction des affinités de chacun, on arrive. En fait, moi, ce que je pense qui est important, c'est que les gens fassent ce qu'ils aiment. Parce que c'est vraiment, en fait, quand les gens font ce plaisir, qu'ils vont vraiment être bons et mettre du cœur dans ce qu'ils font. Et donc, moi, le but, en fait, c'est que chacun puisse un peu s'épanouir chez Dentech en créant de la valeur et en faisant ce qu'ils aiment. Parce que, y a que comme ça que t'es motivé. Tout à fait d'accord. J'espère franchement que ça va marcher parce que du coup, ça grossit et j'ai l'impression que c'est quand ça grossit qu'il faut réussir à motiver les gens. Et là, j'ai l'impression que vous avez la recette du bonheur en entreprise. J'espère vraiment que ça va venir. Parce que clairement, ça donne envie de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Oui, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de croissance aussi. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure tu disais en introduction, est-ce qu'on a une croissance à 2 chiffres ou à 3 chiffres ? Ça dépend si on parle en mensuel ou en annuel. Mais c'est vrai que forcément, en partant de zéro, la croissance est toujours très élevée puisque on faisait 0 de chiffre d'affaires en 2019. On a fait 869 000 euros en 2020 et là on sera à peu près à 10 millions sur 2021. Donc ça fait x10 en un an. Donc on sera pas sur ce rythme l'année prochaine évidemment parce que on partait de zéro. Mais on devrait encore faire 50%, passer à 15-20 millions de chiffre d'affaires sur 2022. Donc c'est quand même une belle croissance.
Quel est du coup l'avenir aujourd'hui de Bob ou de Dantec? Nous, aujourd'hui, c'est continuer à nous développer à l'international. Ce que je disais, voilà, l'Asie, l'Union européenne et les États-Unis. Donc, dans un premier temps, l'Union européenne, aujourd'hui, on a une stratégie e-commerce qui fonctionne très bien. Donc, on va continuer à renforcer nos équipes e-commerce. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adresse toute l'Europe depuis la France, depuis Internet, puisque qu'on livre en Pologne, au Danemark, au Portugal, c'est la même chose. En fait, la seule chose qui change, c'est la langue. Donc, on peut tout faire depuis la France. Le service client est multilingue. Le client a une panne, on récupère le bob, on le ramène à l'usine, on le répare, on le renvoie chez lui. Que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, au Portugal ou au Danemark, ça change strictement rien. Donc ça, c'est bien, c'est scalable. Aujourd'hui, on fait déjà 40% de nos ventes e-commerce à l'étranger. Donc, en tout cas, sur le mois de novembre, c'était le cas. Donc c'est pas mal. Et le but, c'est que on arrive à vendre de plus en plus à l'étranger. Aujourd'hui, notre second marché en Europe, c'est l'Allemagne. Ensuite, il y a le Royaume-Uni. Donc, ça fonctionne très bien. C'est tout en e-commerce. Et on commence à exporter hors de l'Union européenne via des distributeurs, notamment à Taïwan, où on a expédié nos premiers conteneurs. Prochainement à Hong Kong, en Corée, au Japon. Parce que voilà, on est dans une même typologie de clients que dans les grandes métropoles européennes. C'est clair. Petits appartements, pouvoir d'achat élevé, pas la place pour un lave-vaisselle et pas envie de faire la vaisselle. Et demain, on va aussi commencer à exporter aux États-Unis pour tout ce qui est offices. Donc voilà, au bureau, pas utiliser des gobelets en plastique et petits appartements type Manhattan, New York, San Francisco, métropole très chère. Quand on voit le loyer à San Francisco, on se dit que Paris, ça reste abordable. Et enfin, toute la partie, pour le coup, en Amérique du Nord, tout ce qui est camping-car, véhicules récréatifs, donc camping-car, bateaux et tout, sur lesquels, en tout cas aux États-Unis, il y a beaucoup de confort. Hein. On va retrouver tout ce qu'il y a dans un appartement, puisque un camping-car américain, c'est à peu près 40 mètres carrés. C'est un appart à Paris, quoi. Donc, il y a la place pour mettre un bob. Des fois, c'est beaucoup plus grand. C'est parfois même beaucoup plus grand. Et pour approcher ces marchés, vous avez quoi comme stratégie? Du coup, vous avez quelqu'un sur place qui ne fait que la communication? Là, c'est partenariat B2B, donc c'est plutôt, on va dire, de la prospection commerciale classique et en parallèle, faire toute la partie communication. Donc là, tout ce qui est communication, pour l'instant, on bosse ponctuellement avec des agences de RP et on a aussi quelqu'un en interne qui fait ça et on recrute. En fait, là, c'est vraiment une combinaison des deux. Le but, c'est d'internaliser le plus possible. Après, en fait, voilà, quand est-ce qu'on externalise? C'est quand il n'y a pas assez d'activité pour occuper une personne à temps plein en interne. Parce que voilà, si c'est pour l'occuper un jour par semaine, c'est pas intéressant. Donc là, on préfère externaliser, ça coûte relativement moins cher. Enfin, vous externalisez quelque chose. Mais c'est pour l'internaliser plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on externalise ces choses-là. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de personne full-time 100% RP, mais c'est juste une question de mois. Entre guillemets, on recherche quelqu'un. C'est-à-dire, si ça intéresse quelqu'un qui écoute ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV à apply@dan.tech. C'était la minute pub. Le message est passé. Clairement, nous, on recrute sur toutes les fonctions marketing, com et international. Parfait. Mais je trouve que j'ai beaucoup appris encore ce soir avec toi. Je pense que ce qu'on va retenir, en tout cas ce que moi je retiens, c'est qu'on sait tout faire. Il suffit de prendre le temps d'apprendre et de le faire sérieusement. Mais aussi surtout que innover, et je le redis encore, innover, c'est possible, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans la tech. Là, il s'agit principalement d'industrie, même si vous avez une approche très tech, finalement, très maker, très doer. Au final, c'est de l'industrie et en fait, vous avez voulu prouver que c'était possible de faire et de réussir à innover dans l'industrie en France. Tout à fait. Après, c'est vrai que l'approche maker, tu vois, c'est surtout au début, quand il faut faire des prototypes et tout. On va dire, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une approche industrielle. Et moi, quand je dis industrielle, tu vois, c'est un peu ce qu'on voulait prouver avec Bob et ce qu'on a réussi, et j'en suis assez fier. C'est penser grande série, grand volume, à un prix abordable. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on fait en France, c'est des choses en série limitée, petit volume, prix très élevé et tout. Et en fait, ça peut pas être compétitif. Donc nous, en fait, dans notre ADN, c'est faire des produits, tu vois, qu'on va fabriquer à rythme de croisière à peu près 100 000 unités par an. Là, le Bob, on en a fait 35 000 unités sur l'année 2021. On vise le double l'année prochaine et dans 2-3 ans, arriver aux 100 000 unités attendues. Pareil, sur les prochains produits qu'on développe, le but, c'est de tourner autour d'une centaine de milliers d'unités à l'année, ce qui permet de se positionner à un prix abordable et en même temps d'avoir un réel impact. Parce que je veux dire, quand tu vends 10 produits ultra haut de gamme, l'impact, c'est peanuts. Alors que quand tu fais des produits que tout le monde utilise tous les jours,
bah là, tu commences à avoir un impact. Et en plus, je l'ai relu quelque part, le bob est entièrement réparable. Ça me tient à cœur de le dire. Tout à fait. Ben voilà, quand on parle d'impact, nous, on voulait prouver que c'était possible de fabriquer des produits électroménagers grand public respectueux de l'environnement, made in France respectueux de l'environnement. Donc sur la partie made in France, on a rapatrié toute la production en France. Donc on est le seul fabricant de la vaisselle en France, le premier depuis 2016, c'est-à-dire qu'en 2016, S20 a arrêté la fabrication des lave-vaisselle, donc depuis 2016 jusqu'à 2020, il n'y a pas eu de lave-vaisselle fabriquée en France. Et nous, sur la partie respect de l'environnement, ça a été vraiment toute une démarche dès le début, utilisation de matériaux recyclés, ce qui a demandé quand même pas mal d'adaptation au niveau R&D, parce que les matériaux recyclés sont quand même moins résistants que les matériaux vierges. Niveau du packaging, pareil, effort pour tout faire en recyclé. Et pareil, là, par exemple, pour donner un exemple, au début, on avait voulu faire des cales en carton nid d'abeille. Alors, c'est moi qui ai eu cette super idée. Sauf qu'en fait, c'est un matériau qui est anisotrope. C'est-à-dire qu'en fait, selon la dimension, le côté sur lequel ça tape, ça va plus ou moins bien absorber la déformation, enfin le choc. Et en fait, le problème, c'est que dans un certain sens, une fois que ça tapait, en fait, l'alvéole, elle était comprimée. Et si le bob, il retapait, il cassait. Donc, on a eu des problèmes de casse sur les premiers bobs liés au fait que les livreurs Chronopost jouaient au foot avec. Du coup, on a dû en fait passer en polystyrène, comme les fabricants classiques, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé en polystyrène recyclé. Et au final, on a une empreinte environnementale qui reste extrêmement faible, voire même moins que du carton recyclé, parce que le polystyrène, ça consomme juste un peu d'énergie, là où le carton, en fait, pour le recycler, ça a besoin de beaucoup d'eau. Je suis sans voix. Là, vous avez tout gagné dans mon cœur. C'est réparable, recyclé, fabriqué en France. Vous avez fait un full sur toute la ligne. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Quel est l'avenir ? Enfin, vous nous préparez quoi d'autre après le bob ? Nous, aujourd'hui, ce que je disais, priorité sur l'international pour développer le bob, et on réfléchit à sortir de nouveaux produits dans le petit électroménager. Notamment, aujourd'hui, on travaille sur un grille-pain. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose pareil, sur lequel il y a eu peu d'innovation au cours des précédentes décennies, on va dire, sur lequel il y a quelque chose à faire. On n'en fabrique plus du tout en France et c'est un marché qui est important. 1,6 million de grille-pain, c'est comparable au lave-vaisselle, 1,6 million de lave-vaisselle, 1,7 million de lave-vaisselle vendus en France chaque année, mais c'est 16 millions de grille-pain aux États-Unis. Et c'est un produit en fait sur lequel il y a déjà des concurrents haut de gamme. On pense notamment à Smeg, à Magimix, à KitchenAid, mais il y a rien qui est fabriqué en France. Et moi-même, j'étais surpris de voir que Smeg, enfin, je veux dire, un grille-pain Smeg, c'est quand même 200 €. Il est même pas fabriqué en Italie, il est fabriqué en Chine. Donc, je pense qu'il y a clairement quelque chose à jouer. Et les grille-pains, en plus, sont très difficilement réparables. Pareil, donc, on veut vraiment apporter la même chose que ce qu'on a fait avec Bob, quelque chose de réparable et de durable. En fait, les grille-pains, aujourd'hui, c'est que de la tôle, on va dire, un peu assemblée à la main, à la chinoise, on va dire. Et le problème, c'est que si tu démontes le grille-pain, en fait, tu peux plus le remonter. Parce que c'est que en fait des espèces de clips en métal et en gros si tu les démontes, tu peux pas les remonter, c'est fait par des machines et tout. Et donc nous on veut faire un grille-pain qui soit démontable et réparable pendant au moins une dizaine d'années, enfin comme on fait avec le Bob, où le Bob est conçu pour durer 10 ans, on a fait des endurances pour s'en assurer et on assure la disponibilité des pièces à prix coûtant pendant 11 ans après la date d'achat. Donc je sais pas si la carte électronique elle tombe en panne au bout de 5 ans par exemple, donc après la fin de la garantie, on peut l'acheter sur notre site ou auprès de notre SAV pour une quinzaine d'euros plus les frais de port, donc ça fait 25 € au total et on reçoit la carte électronique plus un tournevis spécial et un tutoriel vidéo. Et donc pour 25 € on peut réparer son Bob, là où un lave-vaisselle classique c'est plutôt 100-150 € la carte électronique et du coup en pratique personne ne répare. Excellent. Acheter le Bob. Où est-ce qu'on peut se procurer le Bob ? Exactement, on peut jeter l'éponge et adopter Bob sur notre site internet. Donc on a sorti une version plus abordable qui est le Bob minimaliste qui a 259 € plus 30 € de frais de port, donc 289 €. On va dire c'est vraiment le Bob de base, hein, donc qui lave la vaisselle très bien, 4 programmes, un design sympa. On a le Bob custom qui lui est disponible en plusieurs couleurs, donc pas que noir et blanc. Il y a 12 couleurs pour la porte, 2 pour le corps, donc noir ou blanc pour le corps et 12 couleurs pour la porte. 319 € plus 30 € de frais port, donc 350 €. Et enfin, la version full option qui, elle, est disponible partout, donc sur Internet, sur Amazon et chez les distributeurs comme Darty et Boulanger en magasin. Sa spécificité, c'est qu'il y a un mode ultraviolet.
qui permet de désinfecter la surface des téléphones, portefeuilles, cartes de crédit, etc. sans eau. Donc c'est l'option Covid friendly évidemment. Les masques aussi, ça permet de désinfecter. Il y a un pack de cassettes qui est fourni avec. Donc les cassettes, c'est une solution zéro déchet qui contient le détergent. Donc en fait, ça ressemble un peu à une cassette VHS qui s'insère à l'avant du bob et ça contient 30 cycles de lavage et c'est consigné. Tous les 30 cycles, on peut nous leur tous les 90 cycles, on peut nous leur envoyer gratuitement le pack de 4 qu'on prend notre charge et nous on va les réparer, les laver, les réparer le cas échéant et les remettre sur le marché, donc ça crée zéro déchet. Et il y a en plus une carafe qui est fournie, fabriquée en France, elle-même en plastique alimentaire pour remplir le bob, le tuyau d'arrivée d'eau qui permet de le relier si on le souhaite à une arrivée d'eau pour éviter d'avoir à le remplir à chaque fois, et un pack de tablettes puisqu'on fabrique aussi maintenant des tablettes pour gros lave-vaisselle, donc on n'est pas que sur le segment du bob. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de solutions écologiques et fabriquées en France parfois, mais qui lavent pas forcément bien. Et en fait, il se trouve qu'à Taïwan, on vend des bobs, ce que je disais tout à l'heure, et les Taïwanais nous disaient non mais votre truc là c'est de la camelote, ça lave pas, etc. Et nous on disait mais sérieusement c'est pas possible. Nous on a fait les essais en labo, on n'observe pas la même chose, donc il y a une douille quelque part entre guillemets. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était lié au fait qu'à Taïwan, ils boivent beaucoup de thé et que les produits existants sur le marché, en fait, n'enlèvent pas les traces de thé. Donc, on a développé une recette qui enlève parfaitement les traces de thé. Vraiment, c'est incroyable. Vous mettez des traces, je sais pas si tu vois les tasses du bureau sur laquelle tu as les traces de thé bien incrustées. Tu mets ça dans le bob avec la bob tablette, ça ressort nickel, la tasse, elle est neuve. C'est un truc de fou, c'est une tuerie. Et c'est tellement une tuerie, du coup, que on s'est dit, on va pas le vendre qu'à Taïwan, on le vend partout. Et du coup, on le vend en Europe pour les gros lave-vaisselle également. Et donc ça, c'est une solution qui est disponible sur notre site à 8,90 € le pack de 30, donc même prix qu'une marque nationale comme Sun ou Finish, et disponible aussi en magasin à partir de janvier 2022. Formidable. Bon, je tiens quand même à souligner que je n'y gagne absolument rien, c'est juste que ce produit, je kiffe. Merci. Pour finir, c'est la dernière question, c'est toujours la traduction. Oui. Si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur ou à une personne qui hésite à se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais ? J'ai envie de dire, faut pas trop se poser de questions. La citation que j'utiliserai, c'est cours, Forest, cours. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une course. Et en fait, faut tracer. Faut pas se retourner. Faut vraiment avancer. Faut pas écouter ce que nous disent les gens, parce que quand on écoute les gens, non mais tu vas pas y arriver. Il y a des concurrents, les grands groupes vont te bouffer. De toute façon, t'arriveras pas à lever des fonds, etc. Donc clairement, faut pas écouter les gens. Moi, si j'avais écouté les gens, je me serais jamais lancé. Et j'aurais un job dans un grand groupe où je m'ennuierais. Donc voilà, ne pas écouter les gens, se lancer. De toute façon, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et une fois qu'on est lancé, en fait, forcément, les choses se font assez naturellement. C'est-à-dire que à mesure qu'il y a des problèmes qui se posent, il y a des solutions qu'on trouve et on peut pas tout anticiper dès le début. C'est pour ça que moi je pense, il y a plein de gens en fait qui osent pas se lancer parce qu'ils se disent ouais j'ai pas assez d'expérience, je suis pas prêt et tout. Et en fait c'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que plus t'as d'expérience, plus en fait t'es moins ouvert d'esprit parce qu'en fait tu vois le monde via un prisme, celui de ton expérience, alors qu'en fait il faut au contraire venir avec des idées neuves et un peu contempler les choses avec un regard nouveau. Moins t'as d'expérience, j'ai envie de dire mieux c'est pour entreprendre de ce point de vue-là, pour innover. Et en plus, plus tu as un job solide, plus c'est difficile de te lancer parce que se lancer, ça veut dire que tu te payes pas pendant quelques années. Donc en fait, quand t'es jeune, c'est facile, mais quand t'as un emploi qui est bien et tout, c'est peut-être un peu plus difficile. S'il y a un conseil que je peux donner aux gens, c'est n'attendez pas, lancez-vous dès que vous sentez que c'est le moment, parce que de toute façon, l'expérience que vous avez, elle vous apportera rien. Clairement, nous on le voit, pour faire des lave-vaisselle, même si on avait travaillé chez Brandt, chez Bosch, à la BPI ou n'importe où, en fait, on apprend tout sur le tas parce que les jobs, c'est toujours des trucs ultra spécialisés. Quand t'es entrepreneur, par définition, t'as un couteau suisse, t'as une vue à 360, tu fais la logistique, la compta, le marketing, la finance, etc. De base, t'es obligé d'être sur tous les fronts, les RH, etc. C'est toi qui fais tout. T'es vraiment la locomotive de l'entreprise. Et ça, en fait, à moins de se lancer et d'apprendre à être une locomotive, tu l'apprends pas. Je veux dire, dans un job classique, tu as une mission qui est définie, tu fais ta mission, point. T'es pas là pour faire tourner l'entreprise. Donc, le seul moyen d'apprendre ça, c'est de se lancer. Et puis, en plus, je veux dire, aujourd'hui, pire, si tu te plantes, c'est pas très grave. Je veux dire, tu mets tes économies dans ton projet, etc. Au pire, t'as perdu tes économies, mais, je veux dire, il y a pas mort d'homme. Au pire, tu retrouveras un emploi derrière, etc. Le risque est quand même assez limité. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Il n'y a pas de quoi. Je suis très très content d'avoir eu cet échange avec toi et j'espère qu'on te retrouvera très bientôt
partout, à la télé et dans tous les magasins avec ton Bob. Jetez l'éponge, adoptez Bob. La petite phrase de la fin. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.